À la une ce soir, 2 vols à main armée perpétrés dans la zone commerciale de Place d'Armes au Lamentin hier soir. En quelques minutes, les caisses d'une station-service et d'un fast-food ont été regroupées sous la menace. Un individu est activement recherché. Une nouvelle solution pour débarrasser les plages des algues de sargasses. Depuis 2 jours, une machine est à l'épreuve au Robert. Nous avons testé son efficacité. Reportage dans un instant. Le portrait d'un souffleur de verre dans le cadre de la Semaine européenne de l'artisanat. Nous irons aux Trois-Îlets à la rencontre d'un passionné de ce métier. Il nous a ouvert les portes de son atelier. Et puis le sport, le programme du week-end avec notamment la demi-finale aller en play-off de volleyball. Nous parlerons cyclisme également avec ce stage de détection organisé par la Fédération nationale. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. 2 commerces de Place d'Armes au Lamentin victimes de braquage en quelques minutes hier soir. Selon les témoignages, les faits seraient imputables à un seul homme armé d'un coutelas. Alizé Lutran et Michelet François sont retournés sur les lieux du drame. Regardez. Il est 18h45 hier lorsqu'un individu d'une vingtaine d'années, entièrement vêtu de noir et cagoulé, fait irruption dans la boutique de la station, se précipite vers la caisse et brandit son coutelas. Il a frappé sur le comptoir demandant la caisse. Et la caissière ne s'est même pas rendue compte qu'elle était agressée au fait. Donc quand elle a vu ça, elle s'est écartée et elle a fait le tour. Elle est sortie, elle est allée au fond du magasin. À ce moment-là, le gars il a ouvert la caisse et il a pris ce qu'il y avait dedans. Il a dû prendre à peu près 200 €. Comme en général, les filles, elles font des drops régulièrement, donc il n'y avait pas grand-chose dans la caisse. Tout s'est passé très vite. Il y avait peu de clients à cette heure de la journée. Seuls 4 employés étaient présents au moment des faits. Et surprise, l'homme fait demi-tour et revient dans la boutique. Il est revenu à la charge en gueulant « Ouvrez la deuxième caisse, la deuxième caisse ». Donc à ce moment-là, ma collègue elle a fait le tour et elle a ouvert la deuxième caisse. Il a pris ce qu'il y avait dedans et puis il est parti. En sortant, j'ai le pompiste à l'extérieur qui voulait intercepter, mais il a eu le temps de partir. À ce moment-là, il a brandi son coutelas et on n'a rien pu faire. L'homme s'échappe et poursuit sa course folle de l'autre côté de la rocade, au McDonald's situé juste en face. Là encore, il s'empare de la caisse sans blesser personne. Photographié par les caméras de surveillance de la station essence, il est depuis activement recherché par les services de police. Une enquête a été ouverte. Les témoins sont en cours d'audition. Le malfaiteur n'en était pas à son coup d'essai. Samedi dernier, il était déjà passé dans la station-service et avait volé un paquet de cigarettes. Arrestation hier soir à Casse-Pilote du meurtrier présumé de Yoann Martinon, plus connu sous le nom de Tikiki. Il a été assassiné le 28 février dernier à Fort-de-France, à Trenel. Les hommes du SRPJ ont mis la main sur le suspect. Après plus d'1 mois de cavale, il est toujours ce soir placé en garde à vue. En bref, un homme d'une trentaine d'années s'est noyé cet après-midi à Tartane. Selon les premiers éléments, il s'agirait d'un accident de plongée. Là aussi, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. L'actualité sociale, toujours en bref, le réseau de bus Mosaïque totalement à l'arrêt ce vendredi. Le mouvement de protestation lancé par plusieurs sous-traitants bloque les accès au parc du service de transport en commun depuis lundi. Il réclame l'annulation de la délégation de marché de services publics concernant une vingtaine de lignes pour un montant de 10 millions d'euros. Et puis ce soir, on apprend que la justice a demandé la levée de ces blocages suite à la saisie de la CFTU. Pour terminer cette page sociale avec la grève d'Air France, qui est donc toujours secouée par un mouvement social, la compagnie prévoit d'assurer l'ensemble de ses vols long courrier demain au départ de Fort-de-France. Seul le réseau régional est touché avec l'annulation des vols AF 600 et 601. Plus de précisions sur le site internet de la compagnie. À chaque fois que les algues de sargasses envahissent les côtes martiniquaises, des solutions pour tenter d'endiguer ce phénomène sont mises en œuvre. Depuis peu au Vauclin, une machine capable de ramasser des kilos d'algues de sargasses est à l'essai. Reportage Alizé Lutran, Guy Raphaël René.
L'engin que vous voyez derrière moi vous dit sans doute quelque chose. En juin dernier, il avait déjà fait ses preuves ici, sur la plage de la Pointe Fola. Le prototype a été élaboré, conçu à partir d'une machine qui servait à ramasser les betteraves. Le prototype est capable de ramasser jusqu'à 150 mètres cubes d'algues sargasses en 1 heure et se veut respectueux de la nature. Cet engin, il a 2 caractéristiques très importantes. La première, c'est son débit de chantier qui va permettre de faire face à des gros arrivages sur les plages de la Martinique. Et sa deuxième capacité importante, c'est d'être très sélectif vis-à-vis du sable. C'est-à-dire qu'on va avoir une quantité de sable qu'on va emporter avec les algues qui sera réduite vraiment à son minimum. C'est-à-dire qu'on arrive à atteindre 1% de sable par rapport aux algues. On a un premier système à l'avant qui permet donc le ramassage, qui lui va gratter le sable et récupérer les sargasses tout en emportant le moins de sable possible. On a des convoyeurs ajourés qui tamisent au fur et à mesure du convoyage le sable pour en évacuer le maximum. Et ensuite, on a une benne de stockage qui peut contenir jusqu'à 20 mètres cubes. 1 tonne d'algues a déjà pu être ramassée, rien qu'aujourd'hui. Face à l'ampleur du phénomène cette année, la préfecture a décidé de débloquer une aide financière exceptionnelle pour encourager ce genre de projet. Nous avons un fonds qui est à hauteur de 500 000 €. Ces 500 000 € sont préfléchés sur toutes les communes qui sont concernées par le phénomène sargasse. Et puis par ailleurs, dans le cadre de nos appels à projets, on peut mobiliser, dans le cadre de la dotation aux équipements des territoires ruraux, un accompagnement financier pour acheter certains matériels. Il reste encore quelques ajustements à faire sur ce prototype. Dans quelques jours, il balayera les plages d'autres communes. Un deuxième engin du genre est en construction. Il devrait être homologué pour l'année prochaine. La gendarmerie de Martinique compte 25 nouveaux réservistes. Ils ont terminé leur stage ce vendredi avec une cérémonie en présence du colonel François Agostini à la caserne de Redoute. Ils seront désormais appelés à rejoindre ponctuellement les rangs des forces de l'ordre. Écoutez ces quelques réactions recueillies par Céline Chalonneau. Les relations entre la gendarmerie et la population martiniquaise sont très bonnes à mes yeux, puisque la population martiniquaise est en demande de sécurité. Donc nous disposons d'ores et déjà de beaucoup d'informations, de beaucoup de renseignements donnés par la population. Et c'est vrai que l'intégration de réservistes qui sont issus de la société civile consolide ce lien entre la gendarmerie et la nation. La gendarmerie est une force territoriale qui vit dans la population, au profit de la population. C'est une force républicaine de service public. Et c'est vrai que les réservistes sont un témoignage supplémentaire de la qualité des relations que nous pouvons entretenir avec la population. Nous sommes engagés en tant que réservistes pour servir le service public et surtout être au service de notre patrie, être là pour leur assurer une certaine sécurité et veiller à ce que tout se passe bien en tous les cas. Dans le contexte actuel, il faut peut-être penser aussi à essayer de se remettre dans les rangs, comme on dit, et essayer de faire en sorte pour s'unir. Restez avec nous à suivre dans votre journal. Nous irons en Guadeloupe où la solidarité s'organise pour venir en aide à Clarisse, 11 enfants et mal logés. Une solution devrait être trouvée pour la jeune femme. Enfin, dans votre JT des communes, ce soir, littérature aux Trois-Îlets avec la rencontre d'un auteur martiniquais d'une 60aine d'années pour son premier roman, Isabelle, le destin d'une vie. Mais d'abord, direction la Guyane, un tir sans faute pour le lanceur européen Ariane 5 hier soir à Kourou. 2 satellites de télécommunications ont été mis en orbite lors de cette 240e mission, un succès qui a permis d'oublier les sueurs froides du précédent lancement. Les précisions de Pierre Tréfaux. Un décollage à 18h34 sans pépin pour le vol Ariane 242. Après un vol le 25 janvier dernier qui avait mal tourné au moment de la mise en orbite des satellites, pour son dernier vol, le lanceur Ariane a réussi avec succès la mise en orbite de ses 2 passagers. Il n'y a pas de lancement sans risque, il n'y a jamais de routine dans la préparation d'un lanceur et d'un lancement. Il y a eu effectivement le 25 janvier une déviation de trajectoire dont la cause a été parfaitement comprise et parfaitement corrigée. Voilà, et ce soir c'est un plein succès, donc c'est ce qui compte. À son bord, 2 satellites de télécommunications. Le premier, DSN-1 Superbird 8, un satellite de l'opérateur japonais Sky Perfect, qui couvrira l'ensemble du Japon. Le second, le satellite ILAS-4 de l'opérateur britannique Avanti, couvrira quant à lui des zones d'Afrique et d'Europe.
On a annoncé en début d'année que nous avions jusqu'à 14 opportunités de lancement cette année. Nous avons parlé d'opportunités de lancement parce que pour que ces opportunités se réalisent, il faut qu'un certain nombre de choses se matérialisent, il faut que les satellites soient là à l'heure, que les lanceurs soient aussi disponibles. Donc nous verrons bien. On a un prochain lancement le 25 mai pour deux clients très importants, l'Azerbaïdjan d'un côté et l'ISRO, l'Agence spatiale indienne. Mais nous nous organisons pour faire le maximum de lancements cette année. Pour son 3e lancement de l'année, le groupe Ariane Espace a réussi à mettre en orbite ses 2 satellites de communication. Le prochain lancement est prévu le 25 mai prochain. En Guadeloupe, je vous le disais il y a un instant, un élan de solidarité pour Clarissa, cette mère de 11 enfants qui vit dans un logement insalubre. Après la diffusion dans le premier reportage de nos confrères d'ATV Guadeloupe, plusieurs bailleurs sociaux ont contacté la jeune femme pour lui proposer des solutions d'hébergement. Le reportage d'Anne-Elisabeth Arsène, Moïse Dexter et Patrick Curie. Souvenez-vous de Clarisse, 38 ans et mère de 11 enfants, vivant dans un haut de villa inadapté à sa famille nombreuse, entraînant une dégradation des relations locatives entre son propriétaire et elle. Malgré de nombreuses tentatives auprès des bailleurs sociaux, aucune solution n'avait été trouvée. Cependant, 2 jours après notre reportage, les bailleurs sociaux commencent à se manifester. Quand je suis passée à la télé, ça a ouvert certaines portes, dont les gens qui m'ont vu m'ont contacté et la dame m'a donné rendez-vous afin que je puisse me présenter pour me faire des propositions ce matin. Un élan de solidarité s'est aussi mis en place afin de débloquer rapidement la situation de cette famille. Mon charrette, c'est grâce à cette dame-là aussi qui a fait qu'aujourd'hui, je me présente aujourd'hui dans les bureaux de la SIG. Puis, un entretien d'une 40aine de minutes lui a permis de constituer un dossier pour l'obtention de logement social. Et ça s'est bien passé. Là, je suis en attente d'une bonne réponse, j'espère. Et puis, à part de ça, j'attends. Pour le moment, le seul logement qu'ils ont de F6, c'est à Bastère, à Dufort. Et je lui ai dit que j'accepte, mais là, elle m'a dit que c'est la commission qu'il faudra attendre. La commission devrait se réunir le 27 avril prochain, de quoi redonner espoir à cette mère et ses 11 enfants. Une affaire à suivre. Retour en Martinique, direction les Trois-Îlets, à la rencontre d'un souffleur de verre. Un métier d'art qui passionne depuis plusieurs années Gatien Ruffier. Il a ouvert ses portes de son atelier à Céline Chalodeau. Regardez. C'est au fond de son atelier que nous avons trouvé un homme de verre en pleine création. Depuis plus d'une dizaine d'années, Gatien Ruffier souffle et sculpte la matière en fusion, lui donnant une forme en accord avec l'émotion qu'il souhaite partager. Et c'est ce savoir-faire fragile qui se dévoile entre ses mains pour ces journées européennes des métiers d'art. C'est pas forcément un événement où on va avoir énormément de retombées. Par contre, c'est un événement où on va pouvoir ouvrir nos portes aux visiteurs, expliquer notre métier, donc valoriser notre métier. Des artisans d'art, on n'est pas tant que ça. Il y a beaucoup d'artisans, mais des gens qui font de l'art, qui sont vraiment de la transformation de matière, on n'est pas nombreux. Je suis un petit peu là pour faire comprendre aux gens qu'effectivement, le verre, c'est une matière qui est assez capricieuse à travailler, qui est fragile, et tout ça, il faut la manier avec douceur et dextérité. Méthodique et créatif, Gatien Ruffier a comme outil principal le chalumeau, un travail rare en Martinique. Il travaille la finesse et le détail sur chacune de ses pièces. Alors en termes de texture, le verre, quand il est en fusion, ça reste du verre en fusion, donc c'est une matière, on est dans une texture de miel, un petit peu. Donc là, après, c'est là qu'il va falloir le travailler, il va falloir l'étirer, il va falloir l'emmener où nous, on a envie de l'emmener. C'est pas lui qui doit nous diriger, c'est nous qui devons diriger la matière. C'est au gré de ces rencontres, de ces voyages, que sa technicité a glissé instinctivement de l'artisanat vers la créativité artistique. La technique au service de l'art, pour mettre en valeur de belles pièces. La dextérité, on l'acquiert en travaillant. Après, on va se former aussi auprès de professionnels qui ont vraiment des techniques très particulières sur une façon de travailler. Donc on va venir apprendre cette technique pour pouvoir l'incorporer déjà à notre savoir-faire. Jusqu'à dimanche, de nombreuses professions des métiers d'art garderont leurs portes ouvertes pour expliquer leurs pratiques à tous les curieux. On passe au sport avec la visite de Maxime Frémont, chargé de la détection au sein de la Fédération française de cyclisme. Hier, il était à l'Institut martiniquais du sport. 12 joueurs espoirs, 12 espoirs du cyclisme martiniquais ont été mis à l'épreuve sous les yeux de José Le Chertier. Regardez.
Anthony, Noémie et Steven font partie du plan de détection niveau 2 pour les sprinters en vue des Jeux 2024. Sur les 45 jeunes présentés, seuls 12 ont été retenus. Une opportunité en or pour l'élite martiniquaise. C'est pour essayer de nouvelles choses, peut-être aller en France. L'avenir, c'est l'avenir. Ça représente beaucoup de choses pour moi puisque j'allais y mettre dedans déjà. Pour les accompagner dans cette phase de détection, entraîneurs et parents ne sont jamais très loin. Anthony, en fait, c'est un jeune qui promet quand même parce qu'il est minime deuxième année. Et dans sa catégorie, en fait, pour le moment, ça va. Donc, je pense que dans les catégories à venir, il pourra en fait se montrer et donner en fait de lui-même. Je ne m'y attendais pas. Je sais qu'elle aime beaucoup le VTT cyclisme, mais ce point, je ne pensais pas. Je suis peut-être l'accompagner. Et puis, avant tout, c'est elle qui décide. Si elle veut bien, pourquoi pas. Et puis, on verra la suite. La ministre des Sports, Laura Flessel, a annoncé 80 médailles pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Maxime Frémaux, en charge de la détection, a vu quelques pépites passer sous ses yeux. On a eu quelques chiffres qui sont vraiment pas trop mal. Quand on rapporte les watts par kilo, on dépasse les 20 watts par kilo, donc c'est vraiment du top niveau. Dans les équipes de France, on a besoin de jeunes sprinters et on sait que souvent les Antillais, quand on regarde en athlétisme, etc., c'est des sports où les sprinters sont rois, on va dire. Donc on espère aussi peut-être détecter un ou deux jeunes très explosifs ici. Pour effectuer ce test, un home trainer connecté à un iPad et un programme spécifique. C'est des tests d'évaluation du potentiel physique par la puissance. Donc on fait des tests de sprint, d'explosivité, des sprints de 8 secondes. Un test de résistance lactique, donc c'est un test assez long, c'est 30 secondes d'effort assez intense, donc c'est le maximum de puissance sur les 30 secondes données. Et ensuite un test d'évaluation de la puissance maximale aérobie, donc c'est un incrémental de 30 watts toutes les 2 minutes pour les garçons et de 20 watts toutes les 2 minutes pour les filles. On a réalisé des tests là toute la journée et on avait peut-être identifié 2-3 jeunes qui ont des qualités au sprint qui sont pas trop mal. On en a un qui a plus de 2000 watts. Donc aujourd'hui, Maxime est en Guadeloupe. Les régions de France réalisent le même procédé. Une fois toutes les données récoltées, les jeunes devraient intégrer les clubs pour une phase de test plus poussée. 4, 3, 2, 1, c'est bon. Cyclisme toujours avec la Bikers Cup qui a débuté aujourd'hui. Prologue cet après-midi au Lamentin. 124 coureurs ont participé à cette compétition et c'est Dylan Jacques qui a réalisé le meilleur chrono. Sa réaction recueillie par José Le Chertier. Le prologue il a été rapide et de mon côté ça a été, j'ai pas fait trop d'erreurs donc ce qui m'a permis de faire un bon temps. C'est un prologue donc on verra demain ce que ça donne et si on peut garder le maillot blanc du meilleur cadet. Le circuit de l'homme, c'est pratiquement le même que l'année dernière. Donc l'année dernière, j'étais plutôt bien placé. Donc j'ai pas trop perdu de temps. Donc cette année, on verra si on peut refaire la même. Et on fait le point sur les différents rendez-vous de l'actualité sportive de ce week-end à venir. Du volleyball à l'affiche avec les demi-finales des playoffs allés. Les amoureux du ballon rond ont rendez-vous avec la 20e journée du championnat de R1. L'agenda sport signé Caril Chassol. Temps fort de ce week-end, les demi-finales allées des playoffs débutent ce soir au Palais des Sports de Trinité. Depuis 19h chez les filles, le SC Lamantinois est opposé à la Gauloise. À partir de 21h au masculin, on aura droit à un Gauloise Golden Lion. Dimanche se dérouleront au Hall Pélière Donatien les autres demi-finales. Chez les femmes à 17h, l'Éclair sera face au Golden Lion. Et à 19h, l'USAC sera opposé au Wax au masculin. Les demi-finales retour auront lieu le week-end prochain. En basket toujours, notez le tournoi Guy Margois U13 qui aura lieu ce week-end au lycée Acajou 2. En volleyball également, on joue les demi-finales des playoffs. Toutes les rencontres se disputeront au gymnase de Corridon. Demain 19h, les filles de l'Espoir seront opposées au Smash Club. L'autre demi-finale mettra face à face dimanche 17h l'Éveil au Rayon. Chez les hommes, demain 21h, on aura droit à Espoir Good Luck. Et dimanche 19h, le derby arlésien devrait retenir l'attention. En football, début ce soir 20h de la 20e journée du championnat de R1. 4 matchs au menu, dont ceux des 3 premiers du championnat. Le choc de la soirée opposera à Piraliker le club colonial au Golden Lion. Le leader franciscain se déplace également, mais à Ducos pour y affronter le New Star. Autre rencontre qui vaudra le déplacement, le match RC Rivière-Pilote Aiglon à Ancamé. Enfin, le RC Saint-Joseph reçoit le Good Luck. Demain, 16h, 2 matchs au menu et 1 à partir de 19h. En futsal, la 12e journée du championnat aura lieu dimanche à partir de 8h30. Ce sera à l'IMS au Lamentin.
Direction la mer, le plan d'eau du François servira de cadre dimanche à la 6e journée du championnat de Bébéol. Le prix transport Bélacé débutera à compter de 10 h. On reste en mer, les avirons, eux, seront au Robert, toujours dimanche, à l'occasion de la 2e journée du championnat en double et solo. Début des hostilités, 10 h. En hippisme, la 4e journée de course aura lieu demain à Carrère. La première des 8 courses est prévue à partir de 12 h 30. Voilà pour les sports. La rue Cazenègre, on connaissait le roman, on connaissait le livre et le film, pardon, et maintenant la bande dessinée. Avec nos invités ce soir, Michel Bagoa et Stéphanie Destin. Bonsoir. Bagoué. Bonsoir. Bagoué, vous êtes donc l'auteur de cette bande dessinée, La rue Cazenègre, et Stéphanie Destin, vous êtes l'illustratrice. Vous avez travaillé donc sur cette bande dessinée. Première question, pourquoi avoir voulu mettre en bande dessinée ce récit très célèbre sur les Antilles? L'adaptateur, hein, je suis plutôt l'adaptateur, pas du tout l'auteur. En fait, ce projet, j'ai voulu qu'il aboutisse, qu'il se fasse, pour la bonne et simple raison qu'il fallait rendre un hommage à Joseph Zobel, que ma famille et moi avons eu la chance de connaître au Sénégal du temps où il enseignait là-bas. Et il fallait absolument, selon moi, lui rendre hommage par le biais de l'image après le cinéma, pourquoi pas la bande dessinée, afin de fédérer un nouveau lectorat, par exemple, au niveau des jeunes ou des moins jeunes, revoir 30 ans après le film, plus de 50 ans après le roman, mais une autre façon de voir la Cazenègre. Est-ce que cette bande dessinée a été faite en accord avec notamment les enfants de Joseph Zobel? Oui, tout à fait. Jenny Zobel et Francis Zobel sont absolument au courant. Ce sont eux d'ailleurs qui m'ont orienté vers la maison de l'édition, Présence africaine, à la rue des Écoles à Paris. Et ils ont immédiatement adhéré au projet parce qu'ils avaient une idée d'en faire une BD, mais sans savoir à qui s'adresser. Et dans la mesure où j'ai eu cette chance de fréquenter la famille Zobel, bon, ça tombait vraiment à point. Alors je disais, il y a eu d'abord le roman, le film de Zane Palsy et maintenant la bande dessinée. Qu'est-ce qu'il y a encore à découvrir de cette œuvre? Disons que la bande dessinée va plus loin que le film, en ce sens que nous avons traité de la totalité du livre. Parce que Zane Palsy s'était arrêté à la scolarité primaire de Zobel, de José donc, et nous on a décidé de traiter l'intégralité du livre, et ça aboutit à une bande dessinée qui, contrairement aux autres, ne fait pas 45 pages, mais qui en fait 90. Qui aurait pu faire l'objet de 2 volumes d'ailleurs. Alors pourquoi avoir choisi de le laisser sur un seul volume? C'est la maison de l'édition qui en a décidé finalement. Alors, cette histoire, évidemment, elle a chamboulé les Antillais. C'est presque la première fois que l'on parle des réalités sociales ici aux Antilles. Vous qui avez travaillé sur l'illustration, quels sont les ressorts de l'image que vous avez dû utiliser pour cette bande dessinée? Alors, tout d'abord, j'ai dû faire des recherches dans des banques de données d'images numériques. Des recherches aussi... J'ai collecté des témoignages, notamment de mes grands-parents qui sont nés justement dans les années 30. Je suis allée sur des sites comme La savane des esclaves. Et puis après, c'est un travail de croquis, de dessin. L'idée, c'est de rester le plus fidèle possible aux objets, aux décors de l'époque? Tout à fait. Donc, quand j'ai fait les recherches d'images, donc il y a eu des recherches au niveau de l'architecture, au niveau des vêtements, même des voitures qu'il y avait à l'époque. Voilà. Alors, est-ce que cette bande dessinée a vocation à s'exporter, notamment vers d'autres langues? C'est possible. Je ne vois pas pourquoi on n'en ferait pas des versions en anglais, en portugais, ou en créole, pourquoi pas, oui. Ça, c'est à voir avec la maison d'édition. S'ils sont vraiment partants, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Alors, la rue Cazenègre, donc la bande dessinée, est-ce que vous avez aussi prévu un travail envers le public jeune? Est-ce que vous considérez aujourd'hui que l'œuvre de Zobel est un petit peu moins connue par les jeunes générations? Elle est moins connue, effectivement, et ça permettra aux jeunes générations de redécouvrir les écrits de Zobel, et notamment ce titre majeur de son œuvre. Et ça permettra également aux jeunes d'avoir un petit peu l'idée de ce qui se passait du temps de la colonie, dans les années 30.
Et ça leur permettra vraiment de faire une... C'est un pan de notre histoire, finalement, qui doit être reçu de la nouvelle génération. C'est peut-être la raison pour laquelle j'ai tenu à ce que ça se fasse en bande dessinée, parce qu'il y a un autre attrait qu'un livre. Le film, il a plus de 30 ans, et là, c'est une sorte de réactualisation de la rue Cazenègre. On parle souvent d'un travail de mémoire. Certains disent qu'on manque de support justement pour faire travailler donc la mémoire et expliquer aux jeunes générations la réalité antillaise d'il y a plusieurs siècles. Ce livre s'inscrit dans cette lignée. Oui, parce que je pense que ce film, cette bande dessinée, a une sorte de vocation pédagogique finalement. C'est l'histoire, c'est une partie de l'histoire de la Martinique, c'est cette partie de l'histoire coloniale dans les années 30. 80 ans après l'abolition de l'esclavage, on voit que les conditions n'étaient pas totalement différentes, quoi. C'était toujours le travail, et dans des conditions vraiment lamentables. Alors, cette bande dessinée a été présentée notamment au Salon du Livre de Paris. Oui. Quel accueil ? Très bon accueil, on a été surpris, la maison d'édition nous a dit que ça a vraiment démarré sur les chapeaux de roue et on espère qu'il y aura le même effet, pas qu'en Martinique d'ailleurs, dans toute la Caraïbe si possible, qu'elle soit anglophone ou hispanophone, et puis on aimerait que les gens viennent à ce que nous proposons. Moi je suis là pour une semaine. Je repars et on a des séances de dédicaces aussi bien... Et notamment demain, donc à la librairie Casabule, à partir de 10h, entre 10h et midi. Venez vraiment nombreux, parce que moi, je demeure persuadé que ce qu'on entend tout le temps, les Antillais ne lisent pas et tout, non, c'est pas vrai. Je pense que les gens viendront pour découvrir cet ouvrage qui finalement est très, très bien fait. Merci à tous les deux, excusez-moi, d'avoir accepté notre invitation, Michel Bagoué et Stéphanie Destin, donc adaptateur et illustratrice de cette bande dessinée, La rue Cazenègre, qui est donc disponible en bande dessinée. Et vous êtes demain donc en séance de dédicace à Casabule. Merci à vous et on continue de parler littérature dans ce journal avec votre JT des communes. Et oui, je vous le disais, on reste dans le domaine de la littérature. Isabelle, le destin d'une vie, un roman de Romain Pajol, un jeune auteur de 60 ans. Dans ce premier livre, il aborde les thèmes de la migration et des difficultés de la vie. Hubert Bornil et Michelet François sont partis à sa rencontre. Regardez. Isabelle, un titre qui me rappelle une certaine chanson qui a fait fureur dans les années 70. En tout cas, on n'y est pas du tout. Hein. Là, il s'agit d'une toute première épreuve pour un homme qui a été employé de la défense pendant de longues années. Monsieur qui maîtrise l'art de la parole. Isabelle, une ambitieuse, pleine d'espoir. Avant d'en arriver là, rien ne semblait prédestiner Raymond Pajol à prendre la plume, comme on dit. Ce roman est sa toute première expérience littéraire. Lui, l'ancien employé des services civils de la Défense, qui a acquis une bonne maîtrise orale dans son église évangélique en sa qualité de prédicateur. Je me suis trouvé converti à l'évangile à partir de 19 ans, l'âge de 19 ans, et j'ai fait des études théologiques et je me suis trouvé responsable de la communauté qui se trouve au bout, près de la station. Isabelle, une ambitieuse pleine d'espoir, le nom de son roman, une histoire vécue par tant d'Antillais réunionnais avec des contours épicés. C'est pas quelque chose qui me passionnait, c'est pas quelque chose qui m'intéressait écrire. Mais je sais pas, un matin j'ai ressenti une inspiration et puis voilà. Par moments, les peines, les échecs, les chagrins, les épreuves, toutes ces choses imprévues qui n'épargnent personne, se dressent face à nous pour nous révéler les faces cachées de la vie. J'ai reçu une inspiration et puis j'ai écrit. Maintenant, est-ce qu'il y aura une suite? Je ne sais pas. Une inspiration subite selon l'homme qui parle de son roman avec une certaine fierté. En tout cas, Raymond Pajol, merci de nous avoir accueillis chez vous à Saint-Joseph. Merci beaucoup. Et puis, rappelons qu'on vous retrouve samedi pour une séance dédicace. Samedi 17, une séance dédicace à vous la librairie antillaise Rond-Point. Voilà, tout le monde sera là. 10h à 12h et à la librairie antillaise Galeria de 16h à 18h. Ça marche, merci. Voilà. Et rendez-vous pour cette séance de dédicace. Restez avec nous à suivre la suite de votre tranche info avec votre rendez-vous en Tchépia
présenté par Régine Germani. A tout de suite.